Cette vidéo de Mixdeal vous est présentée en collaboration avec le Café Dragon de Bel-Oeil. Bien plus que des jeux. Vous tentez d'accomplir vos objectifs secrets tout en survivant sur un vaisseau spatial infesté d'intrus sans vraiment savoir à qui vous pouvez faire confiance. Et oui, il s'agit du jeu de 1 à 5 joueurs de Adam Kwapinski, Nemesis. Nemesis, c'est un jeu d'aventure coopératif publié par Awaken Realms où les joueurs incarnent les membres d'un équipage de vaisseau spatial qui ont été brusquement réveillés par la mort d'un de leurs coéquipiers. Donc, les joueurs vont devoir explorer le vaisseau spatial, réaliser leur objectif secret avant la fin de la partie, tout ça en tentant de rester en vie. Voyons voir de plus près comment le jeu se joue en commençant par la mise en place. Commencez tout d'abord par poser le plateau face standard au centre de la table. Vous allez savoir qu'il s'agit de la face standard grâce aux 3 petites flèches dans le coin en haut à gauche de la carte. Vous allez ensuite prendre les tuiles sales numérotées 1 à leur dos et les tuiles sales numérotées 2 à leur dos et les mélanger, ainsi que les jetons d'exploration. Une fois que c'est fait, vous allez disposer les tuiles sales aux endroits indiqués sur le plateau, donc les tuiles 1 aux endroits intitulés numéro 1 sur le plateau et les tuiles 2 aux endroits intitulés numéro 2 sur le plateau. C'est à noter que vous allez avoir plus de tuiles 2 que nécessaire. À ce moment-là, vous prenez le restant et vous le remettez dans la boîte. Elles ne seront pas nécessaires pour cette partie-là. Disposez ensuite un jeton d'exploration face cachée sur chacune des salles sans les regarder, bien entendu. Et vous allez noter que, comme pour les salles 2, vous avez plus de jetons d'exploration que nécessaire, donc vous prenez le reste et vous les mettez de côté dans la boîte. Vous n'en aurez pas besoin non plus pour cette partie-ci. Vous allez ensuite prendre les cartes coordonnées qui vous indiquent différentes coordonnées selon la lettre. Vous allez les mélanger face cachée et en disposer une, toujours face cachée, sur le plateau, à côté du centre de commandement. Vous allez ensuite prendre un marqueur et le placer sur B au centre de commandement, ce qui va indiquer la destination présente du vaisseau. Le vaisseau dispose de 2 stations d'évacuation, la B et la A. Vous allez donc aller disposer des nacelles du côté barré sur chacune d'elles, selon le nombre de joueurs. Donc à 1 joueur ou 2 joueurs, on en met 2. À 3 joueurs ou 4 joueurs, on va en mettre 3. Et à 5 joueurs, on va mettre les 4 nacelles, toujours du côté verrouillé. Ensuite, vous sélectionnez les tuiles moteurs qui indiquent si le moteur est endommagé ou s'il est opérationnel. Vous allez les mélanger face cachée et les placer une par-dessus l'autre sur le moteur 1. Sans regarder, bien entendu, celle qui est au-dessus et qui détermine l'état du moteur présentement. Vous répétez ensuite le même exercice pour les moteurs 2 et 3. Vous allez ensuite placer le plateau des intrus près du plateau de jeu et y placer 5 œufs. De plus, vous allez prendre les cartes intitulées « Points faibles », comme celle-ci ici, et vous allez en disposer 3 face cachée, une pour chacun des points, donc cadavre de personnage, œuf d'intrus et carcasse d'intrus. Vous allez ensuite séparer les jetons d'intrus selon leur type, donc rien, larve, rôdeur, adulte, hybride et reine, et en mettre un certain nombre dans le sac de rencontre. Donc vous allez placer le jeton vierge ainsi que 4 jetons larves, 1 jeton rôdeur, 3 jetons adultes et la reine. Vous allez ensuite ajouter un jeton adulte dans le sac par nombre de joueurs. Donc, pour une partie à 4 joueurs, on rajouterait 4 jetons adultes dans le sac. Les autres jetons pourront être placés près du plateau de jeu pour le reste de la partie. Vous allez également disposer les jetons carcasse d'intrus près du plateau d'intrus. Vous allez séparer les cartes d'objets en 4 couleurs différentes et puis mélanger chacun des paquets avant de les disposer près du plateau de jeu. Vous allez également faire la même chose avec les cartes contamination, événements,
attaque d'intrus et blessures graves que vous allez mélanger et laisser proche du plateau avec le scanner. Vous allez également vous constituer une réserve avec les jetons portes, les marqueurs standards, les marqueurs de panne, les cadavres, les jetons bruit, les jetons de munitions et de dégâts, ainsi que les jetons de feu. Pour les besoins de la vidéo, ces jetons-là vont être laissés en dehors de la prise de vue. Finalement, vous allez placer un marqueur de temps sur la première case de la piste temporelle. La mise en place du plateau de jeu est maintenant terminée. Passons à la mise en place des personnages. Vous allez mélanger les cartes aide de jeu et les passer à chaque joueur face cachée. Ces cartes-là vont permettre de déterminer l'ordre de tour et le numéro du joueur. Une fois votre numéro de joueur déterminé, vous allez distribuer au joueur son porte-carte identifié de son numéro. Comme ça va permettre à tous les joueurs de l'identifier durant la partie. Vous allez ensuite prendre les 2 paquets de cartes objectifs, ça les cartes de corporation et les cartes personnelles, retirer les cartes qui indiquent un nombre de joueurs différent de votre nombre, comme celles-là ici qui sont pour 5 et plus, et ensuite en distribuer au hasard une de chaque à tous les joueurs. Vous mélangez ensuite les cartes rôles, en distribuez 2 au hasard au joueur qui devra choisir parmi ces 2 rôles-là quel personnage il va vouloir interpréter pour la partie. Vous distribuez ensuite au joueur son plateau de jeu, sa figurine, son paquet de cartes actions, son objet de départ, ainsi que ses 2 objets de quête qui seront débloqués en cours de partie mais qui ne sont pas utilisables pour l'instant. Le joueur 1 reçoit le jeton de premier joueur et c'est lui qui va débuter la partie. Vous disposez ensuite du jeton cadavre dans l'hibernatorium. C'est le cadavre de votre coéquipier qui a causé votre réveil prématuré. Chaque figurine commence ensuite la partie directement dans l'hibernatorium. Maintenant que le jeu est mis en place, nous sommes prêts à débuter la partie. Nemesis se déroule en succession de manches divisées en 2 parties. La première partie, c'est le tour des joueurs où les joueurs peuvent réaliser leur action à tour de rôle jusqu'à temps qu'il n'y ait plus de cartes en main ou qu'ils décident de passer. Ensuite vient la phase d'événement où la menace sur le vaisseau s'intensifie. Une partie de Nemesis peut prendre fin de 3 façons différentes. Allons voir quelles sont-elles. Si le marqueur de temps atteint la dernière case de la piste de temps, à ce moment-là, le vaisseau effectue son saut dans l'hyperespace et tout le monde à bord qui n'est pas en hibernation va mourir. Si le marqueur de la séquence d'autodestruction atteint la dernière case, le vaisseau explose et tout ce qui se trouve à bord meurt automatiquement. Finalement, si le dernier joueur à bord du vaisseau qui n'est pas en hibernation entre dans une nacelle ou en hibernation, ça met fin à la partie. Si vous devriez ajouter un 9e jeton feu ou un 9e jeton panne sur une salle, ça va déclencher l'explosion du vaisseau, tuant tout ce qui se trouve à l'intérieur. Dans tous les cas, le but des joueurs est simple, ne pas se faire infecter, remplir son objectif et survivre. Commençons tout d'abord par aller voir la phase des joueurs. Au début de la phase d'action, chaque joueur pioche des cartes de façon à en avoir 5 en main, puis le jeton premier joueur est transféré, sauf pour la première manche. Sinon, il est transféré au joueur de gauche. En commençant par le premier joueur et dans le sens horaire, chaque joueur peut réaliser jusqu'à 2 actions ou passer. C'est à noter que si vous décidez de passer, vous ne pourrez plus réaliser d'action pour tout le restant de la manche. Même chose, si vous réalisez seulement une action, vous allez donc être dans l'obligation de passer. C'est à noter que c'est pas obligatoire de dépenser toutes les cartes que vous possédez en main, même que des fois, c'est conseillé d'en garder juste au cas où. À la fin de la manche, une fois que vous avez passé, vous pouvez défausser autant de cartes que vous voulez de votre main pour pouvoir en repiger jusqu'à 5 au début de votre prochain tour. Attardons-nous maintenant aux mécaniques des différentes actions possibles. Il existe 4 sortes d'actions différentes. Tout d'abord, les actions de base qui sont résumées sur votre plateau personnage, les actions de cartes disposées sur chacune de vos cartes actions, les actions d'objets disponibles sur certaines cartes objets, et finalement, les actions de salles disponibles sur les différentes salles en jeu. Les actions sont identifiées par l'icône Action qui contient toujours un chiffre à l'intérieur.
L'icône action représente le nombre de cartes qui va être nécessaire de défausser de sa main afin de réaliser l'action désirée. Donc, par exemple, pour réaliser ces actions de base ici, il va falloir défausser une carte de notre main et pour réaliser celle-ci, il va falloir en défausser deux. C'est ce qu'on appelle le coût de l'action. Notez que durant la partie, vous allez accumuler dans vos mains des cartes contamination. Ces cartes contamination-là sont des handicaps parce qu'elles s'accumulent dans vos mains, limitent le nombre de cartes en main et ne peuvent pas être utilisées pour être défaussées pour payer le coût d'une action. Certaines cartes actions viennent avec des précisions quant au moment dans la partie où on peut les utiliser. Celle-ci, avec un fusil et un X, indique qu'elle ne peut pas être utilisée durant un combat, tandis que celle-ci indique au contraire qu'elle peut seulement être utilisée durant un combat. Commençons tout d'abord par s'attarder aux actions de base disponibles sur le plateau joueur. Les actions disponibles sont déplacement, déplacement vigilant, tir, corps à corps, ramasser un corps lourd, échanger et fabriquer un objet. Une partie importante de Némésis, c'est l'exploration du vaisseau en se déplaçant de salle en salle. Au début de la partie, les personnages n'ont aucun souvenir du vaisseau, donc il va falloir découvrir les salles une après l'autre pour savoir où tout se trouve. Le déplacement est une action de base de personnage et coûte 1 pour la réaliser. Ce qui veut dire que le personnage doit défausser une carte de ses mains sans réaliser son action pour pouvoir effectuer le déplacement. Le plateau de Némésis est séparé en salles et en couloirs. Les salles peuvent contenir les intrus et les personnages et les couloirs servent seulement à se déplacer de salle en salle. Donc, en aucun cas, aucune figurine ne peut se trouver dans les couloirs. On va considérer que les salles sont adjacentes une à l'autre s'il y a des couloirs qui les relient. Donc, cette salle-ci serait adjacente à celle-ci, mais pas à cette salle-ci, qui, elle, par contre, est adjacente à l'autre puisqu'il y a un couloir qui les relie ensemble. Advenant le cas qu'une porte fermée sépare deux salles, à ce moment-là, elles ne sont plus adjacentes une à l'autre. Lorsque vous vous déplacez dans une salle, vous devez dans un premier temps l'explorer si ce n'est pas déjà fait en révélant son jeton d'exploration. Ensuite, vous devez réaliser un jet de bruit pour vous assurer que vous n'entendez pas de bruit étrange dans les couloirs autour de vous. Pour explorer une salle, vous devez tout d'abord révéler le jeton d'exploration. Celui-ci va vous donner deux informations importantes, le nombre d'objets qui peut être trouvé dans cette salle-ci, plus l'effet spécial lorsqu'on la révèle. Dès qu'on va la révéler, on va la tourner afin que le 4 soit directement aligné avec la flèche pour représenter le fait qu'il y a 4 objets disponibles dans cette pièce-là. Donc, au fur et à mesure qu'on va trouver des objets, la pièce va rotationner et éventuellement se rendre à 0, ce qui va faire en sorte qu'on ne pourra plus chercher d'objets dans cette salle-là. Mais pour l'instant, elle est à 4. Ensuite, on résout l'effet spécial qui était indiqué sur le jeton d'exploration. Il y a plusieurs effets spéciaux qui peuvent se produire quand on révèle le jeton d'exploration d'une salle. Le premier, c'est silence, donc le X blanc. Ce que ça veut dire, c'est qu'il ne se passe rien, mis à part si la personne qui l'a révélé est ensevelie de slime. La slime, c'est un peu comme de la bave d'alien, si on veut. Le deuxième jeton qu'on peut révéler, c'est celui-ci qui est danger. Danger, ce que ça fait, c'est que le joueur qui vient de révéler la salle n'aura pas besoin de lancer un dé de bruit. Par contre, tous les intrus qui se trouvent dans une salle adjacente à ce personnage-là vont se retrouver dans la même salle que lui. Advenant le cas qu'aucun intrus est présent dans les salles qui sont adjacentes, à ce moment-là, un jeton de danger ferait apparaître un jeton bruit dans tous les corridors adjacents à la salle, y compris dans les conduits, si jamais il y avait un conduit qui reliait la salle, comme cette salle-ci. Le troisième jeton est le jeton de slime. À ce moment-là, le joueur qui l'a révélé devient enseveli de slime, donc de bave de monstres remplis de phéromones qui attirent les aliens. Pour pouvoir marquer en fait qu'on est atteint de slime, on doit prendre un marqueur, le déposer sur l'endroit qui est écrit slime sur notre plateau joueur. La slime peut s'enlever de différentes façons dans le jeu, entre autres en prenant une douche ou en changeant de vêtements.
Le jeton feu, donc le quatrième, ajoute un jeton feu dans la salle où se trouve le personnage. Le cinquième jeton, qui est le jeton panne, ajoute un jeton panne dans la salle, ce qui veut dire qu'elle n'est pas utilisable pour l'instant. Il faut la réparer tout d'abord. Finalement, le dernier jeton, qui est le jeton porte, fait en sorte que on ajoute une porte fermée dans le corridor que vous avez emprunté pour vous rendre jusqu'à cette salle. Une fois le jeton d'exploration révélé et son effet appliqué, on peut tout simplement le retirer de la partie. Mais ce n'est pas tout, puisque maintenant, le joueur qui vient d'entrer dans une salle doit réaliser un jet de bruit. Pas pour savoir si lui a fait du bruit, mais pour savoir s'il a entendu un bruit suspect dans un des corridors qui se rend jusqu'à sa salle. Pour faire ça, c'est très simple. On doit simplement lancer le dé de bruit et appliquer son effet. Le dé est numéroté de 1 à 4, ce qui veut dire qu'on doit aller déposer un jeton de bruit dans le couloir de ce numéro-là qui est relié à la salle. Par contre, le dé a également une face danger qui, comme pour le danger des jetons d'exploration, fait en sorte que les monstres adjacents se ramassent dans la salle et si jamais il n'y avait pas d'aliens dans les salles adjacentes, à ce moment-là, des jetons bruit seraient ajoutés dans tous les corridors. Et finalement, il y a le silence qui, encore une fois, comme les jetons d'exploration, ne fait rien, sauf si vous êtes couvert de slime. À ce moment-là, vous allez traiter la face silence du dé comme si c'était une face danger. Estimons pour l'exercice que le dé a eu un résultat de 1. À ce moment-là, j'irai poser un jeton bruit dans le couloir 1. Advenant le cas où mon dé aurait eu un résultat de 4 et qu'il y a déjà un jeton de bruit dans le couloir 4, à ce moment-là, j'ajoute pas de jeton bruit, mais je déclenche une rencontre qu'on va voir un peu plus tard. C'est à noter que mon personnage n'aurait pas eu de jet de bruit à faire si c'était déplacé dans une salle où il y avait déjà un autre personnage de présent. Le vaisseau contient des couloirs, des salles, mais également des conduits. Comme expliqué tout à l'heure, les points rouges représentent les conduits. Les conduits vont être considérés dans le jeu comme les couloirs, c'est-à-dire qu'aucun personnage ou aucun intrus ne peut se retrouver dans un conduit. Par contre, on ne peut pas placer de porte non plus dans les conduits. Si jamais on doit placer des jetons de bruit dans les conduits, ce qu'on va faire, c'est qu'on va placer le jeton de bruit sur l'icône générique dans le coin de la carte. C'est à noter que comme dans tous les corridors, on peut seulement avoir un jeton bruit de présent là. Si jamais un deuxième jeton devrait être posé, à ce moment-là, comme dans les corridors, on déclenche une rencontre. Certains effets de jeu vont faire en sorte que les aliens vont disparaître dans les conduits. À ce moment-là, ils sont retirés du jeu, tout simplement, et leur jeton représentant le type d'intrus est ajouté dans le sac d'intrus. On a vu que les jetons bruit peuvent déclencher une rencontre. Voyons voir comment les rencontres se déroulent. Revenons à mon scénario de tout à l'heure. Advenant le cas où j'ai roulé un 4 sur mon jet de bruit et qu'il y a déjà un jeton bruit dans le couloir 4, à ce moment-là, je ne peux pas ajouter un deuxième jeton, mais je vais plutôt déclencher une rencontre. Donc, ce que je vais faire dans un premier temps, c'est que je vais retirer tous les jetons bruit qui sont reliés à cette salle-là. Je vais piocher un jeton d'intrus de mon sac d'intrus, dans ce cas-ci une larve, et faire apparaître cet intrus dans la salle. Lorsqu'un intrus apparaît en jeu de cette façon, le personnage qui le fait apparaître est susceptible de subir une attaque surprise. Pour voir si ça va arriver, ce qu'il doit faire, c'est de comparer le nombre de cartes qui lui restent en main avec le chiffre au dos du jeton intrus qu'on a pigé. Si jamais le nombre de cartes qu'il avait en main était plus bas que le chiffre qui est indiqué, à ce moment-là, il subirait une attaque surprise. S'il est plus haut, il n'y a rien qui va se passer. On met le jeton de côté. Comme vous avez pu le constater, les salles peuvent être affectées par différents marqueurs. Regardons de plus près comment ils fonctionnent. Lorsqu'une salle est en feu, si vous terminez votre tour dans cette salle-là, à ce moment-là, vous allez subir un dégât. Les intrus, quant à eux, vont subir des dégâts durant la phase d'événement. Advenant le cas où vous devez déposer un jeton feu dans une salle, mais qu'il n'y en a plus disponible, à ce moment-là, le vaisseau explose, tuant immédiatement tous les personnages qui se trouvent encore dans le vaisseau, mettant également immédiatement fin à la partie.
Le jeton panne, quant à lui, indique que la salle est inutilisable. Si jamais elle contenait un ordinateur, celui-ci est également hors d'usage. Comme pour le feu, si jamais vous devriez poser un jeton panne sur votre salle, mais qu'il n'y en a plus de disponible, le vaisseau explose immédiatement, mettant fin à la partie et tuant tous les personnages qui se trouvent encore à bord du vaisseau. Les portes, quant à elles, s'installent toujours dans les couloirs. Elles peuvent être de 3 façons différentes. Ouvertes, donc aucun jeton porte présent. Fermées, donc avec le jeton porte, ou encore détruites, avec le jeton porte couché, pour indiquer que la porte a été détruite. Lorsqu'un jeton porte est présent, ça indique que le corridor est fermé. Les 2 salles ne sont donc plus adjacentes. Pour pouvoir passer par ce corridor-là, il va falloir trouver une façon, soit avec les cartes ou encore avec certaines salles, d'ouvrir la porte. Si jamais un intrus doit passer dans un couloir qui possède une porte fermée, par exemple à cause de l'effet de danger sur le dé de bruit, à ce moment-là, la porte est brisée et doit être placée couchée sur le côté, puisqu'elle ne pourra plus jamais être fermée de toute la partie. L'intrus, quant à lui, ne pourra pas se déplacer dans la salle. C'est à noter que dans le jeu, il n'y a absolument aucune limite de pions porte qu'on peut poser, ce qui veut dire que si jamais on en manque, on peut utiliser autre chose pour démontrer qu'il y a une porte placée dans un corridor. Chaque salle et corridor peuvent posséder au maximum un jeton porte, un jeton panne et un jeton flamme, donc on ne peut pas mettre 2 fois le même jeton à la même place. Voici donc tous les détails reliés à l'action de déplacement. Inquiétez-vous pas, les autres actions sont beaucoup plus simples. C'est à noter que vous pouvez à tout moment réaliser une action de déplacement vigilant plutôt qu'un déplacement normal. À ce moment-là, vous allez défausser 2 cartes, mais vous allez pouvoir choisir dans quel corridor vous allez mettre votre jeton bruit. Continuons à regarder les autres actions de base disponibles. Une autre des actions de base disponibles est de ramasser un corps lourd. Donc, c'est une action qui a un coût de 1. Le personnage doit donc défausser une carte de ses mains sans réaliser son action pour pouvoir ramasser le corps lourd. Les corps lourds peuvent être un corps de personnage, donc un cadavre, ou encore un cadavre d'intrus. C'est à noter que les corps lourds agissent au même titre que les objets lourds, indiqués par cette icône-là. Donc le joueur est limité à 2 objets lourds ou corps lourds, un dans sa main droite et un dans sa main gauche. Une autre action possible, c'est échanger, qui elle aussi va coûter une carte qu'on devra défausser de notre main sans réaliser son action. Pour échanger, en fait, on peut donner ou prendre autant de cartes objets ou de corps qu'on le souhaite à un personnage qui partage la même salle que nous. Une autre action de base disponible est fabriquer un objet, qui elle aussi va coûter 1. Les joueurs vont pouvoir construire un objet de carte bleue en payant le coût du matériel qui est présent dans le bas de la carte, en défaussant 2 cartes objets de leur inventaire qui contiennent les mêmes symboles bleus dans le coin gauche de leur carte. Sur votre plateau joueur, vous possédez les différentes recettes pour pouvoir construire les différents objets bleus. Les 2 actions de base qui nous restent à explorer sont tir et corps à corps. Pour mieux comprendre leur fonctionnement, attardons-nous tout d'abord à la mécanique de combat. Lorsqu'un intrus et un personnage se trouvent dans la même salle, ils sont considérés comme étant en combat. Lorsque vous êtes en combat, les seules actions qui sont possibles pour vous, c'est fuir ou attaquer. Les intrus, quant à eux, vont vous attaquer seulement pendant la phase d'événement. Pour attaquer, vous pouvez utiliser l'action tir avec une arme qui est équipée. Vous commencez tout d'abord par choisir votre cible. Vous choisissez votre arme. Les armes fonctionnent avec des munitions, donc vous défaussez une munition pour effectuer un tir. Vous commencez tout d'abord par lancer le dé de combat et appliquer son effet. Les différents effets, en fait, c'est celui-ci qui va permettre de faire un dégât à une larve ou encore un rôdeur. Celui-ci qui va permettre de faire un dégât à un adulte, une larve ou un rôdeur. Celui-ci qui va permettre de faire un dégât à n'importe quelle cible. Celle-ci va permettre d'en faire 2. Et finalement, celui-ci n'a aucun effet. Vous appliquez les dégâts en mettant autant de jetons dégâts que dégâts qui ont été donnés à la figurine. Si vous n'avez plus d'armes et ou de munitions, vous pouvez effectuer une attaque en corps à corps.
Tout fonctionne exactement de la même façon. Vous allez encore une fois lancer le dé d'attaque et appliquer son effet. Seule différence, c'est que si jamais vous manquez votre cible parce que vous attrapez la face vierge ou encore vous attrapez la face larve et rôdeur et c'est un adulte, vous attrapez la face adulte, larve et rôdeur et c'est un hybride, par exemple, à ce moment-là, si vous effectuez pas de dégâts sur votre cible, vous allez récolter une blessure grave à la place. En plus de tout ça, si vous décidez de faire une attaque en corps à corps, vous allez devoir prendre une carte contamination et l'ajouter à votre défausse. Voyons voir comment attribuer les dégâts aux intrus. Comme mentionné tout à l'heure, lorsqu'on attribue des dégâts à un intrus, on va placer les jetons dégâts sur sa figurine. Ensuite, on va vérifier les dégâts selon le type d'intrus. Si jamais c'était une larve, un dégât est suffisant pour la retirer tout simplement du jeu. S'il s'agissait plutôt d'un adulte ou d'un rôdeur, à ce moment-là, il va falloir piocher une carte d'attaque d'intrus. On révèle la carte et on s'intéresse seulement aux chiffres marqués en haut à gauche de la carte. Si les dégâts qu'on a attribués à notre intrus sont égales ou supérieurs à ce chiffre-là, alors l'intrus est mort. Sinon, l'intrus conserve ses dégâts et la carte est défaussée. Il va rester en jeu tout simplement. Advenant le cas où ça aurait été un hybride ou encore la reine, à ce moment-là, on doit révéler 2 cartes attaque d'intrus et additionner les résultats. Dans cet exemple, les dégâts attribués à la figurine auraient dû être de 4 ou plus pour pouvoir la tuer. Autrement, les dégâts restent quand même sur la figurine, mais les cartes sont défaussées et la figurine reste en jeu. Certaines fois, la carte d'attaque d'intrus n'aura pas de chiffre en haut à gauche, mais à la place va avoir un symbole de fuite. À ce moment-là, on doit révéler une carte événement et regarder vers quel couloir la figurine va fuir. Dans ce cas-ci, vers le couloir 4. En s'enfuyant par le couloir numéro 4, la reine se ramasserait donc dans la salle adjacente. C'est à noter que même si l'intrus fuit, il conserve quand même les dégâts qui lui avaient été attribués. Dans le cas où le couloir dans lequel il devrait fuir est le conduit, à ce moment-là, la figurine disparaît du jeu, mais son jeton est rajouté dans le sac de rencontre. À tout moment, durant un combat, vous pouvez décider de fuir par une action de déplacement vers une salle adjacente. La seule condition, c'est de survivre à l'attaque d'intrus qui sera déclenchée par votre fuite. Commençons par voir la mécanique d'attaque des intrus. On commence tout d'abord par choisir le personnage qui va être la cible de l'attaque. Dans le cas où il y aurait plusieurs choix, à ce moment-là, ça va être le personnage qui a le moins de cartes actions en main. Si c'est une égalité, à ce moment-là, ça va être le premier joueur. Dans le cas d'une attaque surprise ou encore d'une fuite qui aurait déclenché une attaque, eh bien, ça va être le joueur qui a déclenché l'attaque qui va se faire attaquer même s'ils sont plusieurs sur la même salle. On doit donc ensuite piocher une carte attaque d'intrus et regarder si les symboles présents sur la carte représentent l'intrus qui nous attaque. Dans ce cas-ci, cette carte-là représente tous les intrus. Donc, à ce moment-là, on applique l'effet de la carte. Si jamais il n'y aurait pas eu d'adulte de représenter sur la carte, comme dans cet exemple-ci, à ce moment-là, aucune attaque a lieu. Si jamais on devait se faire attaquer par une larve, on ne pigerait pas de carte d'attaque d'intrus. À la place, on ferait tout simplement retirer la figurine du jeu et on piocherait une carte contamination, on ajouterait à notre défausse. Et oui, parce que dans Némésis, en plus d'avoir peur de se faire tuer par les intrus et nos collègues, on doit en plus avoir peur de se faire contaminer. Dans certaines situations, vous allez recevoir des cartes contamination. Ces cartes-là handicapent votre main parce que non seulement elles limitent le nombre de bonnes cartes que vous pouvez avoir en main, mais elles peuvent pas être défaussées pour payer le coût d'une action et peuvent seulement être défaussées à la fin de votre tour lorsque vous passez. Les cartes contamination possèdent un cryptage qui cache si on est contaminé ou pas. Il y a plusieurs actions dans la partie qui vont vous permettre de scanner votre carte contamination afin de voir si vous êtes contaminé ou non. Si jamais vous l'êtes, vous risquez de peut-être mourir en fin de partie.
Lorsque vous scannez votre carte, vous cherchez à voir si le mot « infecté » apparaît clairement sur la carte. Il faut faire attention parce qu'il y a plusieurs mots qui semblent épelés de la même façon, mais qui ne disent pas « infecté ». Si en scannant votre carte dans la partie, celle-ci démontre que vous êtes infecté, à ce moment-là, placez un jeton l'arbre sur votre plateau personnage pour l'indiquer. Si jamais, d'une quelconque façon, dans le jeu, vous devriez rajouter un deuxième jeton larve, par exemple en scannant une autre carte infectée, à ce moment-là, vous mourrez. Rassurez-vous, durant la partie, il va y avoir certains effets de jeu qui vont vous permettre de défausser de façon permanente les cartes infectées que vous avez en main. Mais l'infection n'est pas la seule chose dont vous devez vous inquiéter. Vous pouvez également être blessé et mourir. Lorsque votre personnage subit une blessure légère, vous placez tout simplement un marqueur sur son plateau de personnage sur la première case de la blessure légère. À la deuxième blessure, vous baissez le jeton et à la troisième blessure, vous le baissez également. Rendu à la troisième, par contre, votre personnage va se récolter une blessure grave. Une blessure grave va être déterminée par une carte qui va vous handicaper durant le restant de la partie ou du moins jusqu'à temps que vous puissiez la traiter. Il se peut que durant la partie, vous récoltiez 2 fois la même blessure grave. À ce moment-là, les effets ne sont pas cumulatifs, ça va juste vous prendre plus de temps avant de vous débarrasser de ces effets. Si à tout moment dans la partie, vous possédez déjà 3 blessures graves et que vous seriez affecté par n'importe quel autre type de blessure, même une blessure légère, à ce moment-là, vous mourriez. Heureusement, plusieurs effets en jeu vous permettent de panser vos blessures et vous soigner. C'est tout d'abord possible de panser une blessure grave. Pour faire ça, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tourner la carte de côté. On n'est donc plus affecté par l'effet négatif de la carte. Par contre, elle compte toujours dans notre limite de 3 cartes. La deuxième étape, c'est de soigner. Soit ça va augmenter notre marqueur de blessure, ou encore si on possède une blessure grave qui a déjà été pansée, donc retournée de côté, à ce moment-là, se soigner va nous permettre de simplement la défausser. Advenant le cas que vous mouriez durant la partie, vous allez tout simplement défausser tout ce que vous possédiez et laisser sur le terrain où vous êtes mort un jeton cadavre que les autres joueurs vont pouvoir ramasser, ainsi que tous les corps lourds que vous transportiez avec vous. La partie s'achève pour vous. Les intrus sont très forts comparément à votre personnage. Heureusement, c'est possible de découvrir durant la partie des points faibles qui vont vous donner un certain avantage lorsque vous les combattez. Au début de la partie, vous aviez pioché 3 cartes points faibles pour 3 points différents, soit le cadavre des personnages, œuf d'intrus et carcasse d'intrus. À tout moment, vous pouvez amener un de ces corps-là au laboratoire pour faire son analyse et révéler la carte point faible correspondante. À ce moment-là, ces cartes-là vont donner des informations importantes à tous les joueurs ainsi qu'un avantage durant la partie contre les intrus. Et voilà, c'est ce qui résume les actions de base disponibles dans le jeu. Il y a d'autres façons dans le jeu de faire des actions telles que les cartes actions que vous possédez en main. Chaque personnage possède son propre paquet de 10 cartes actions, dont certaines lui sont uniques. Les cartes actions expliquent assez bien comment les utiliser. On a le symbole en haut à droite qui est quelquefois présent, qui va indiquer si on doit utiliser la carte en combat, obligatoirement, ou obligatoirement pas en combat, ou si on n'a pas, en fait, on peut l'utiliser quand on veut. Ensuite, le nom de l'action avec le coût pour la réaliser, et puis l'effet de l'action. Des fois, comme dans cette carte-ci, on a un choix pour l'action à réaliser, donc on doit choisir entre l'action du haut ou l'action du bas. Parmi les actions de carte, il y a une action qui est plus particulière, qui est l'action de fouille. Durant cette action-là, on doit piocher 2 cartes objets de la couleur de la salle dans laquelle on va explorer. Donc, dans ce cas-ci, une salle verte. On en pioche 2 et on doit en choisir une qu'on va conserver et l'autre qu'on va défausser. Une fois qu'on a choisi notre carte, on va rotationner la tuile de salle afin que le chiffre soit orienté avec la flèche. Donc, on diminue le nombre d'objets présents dans la salle. Advenant le cas que le nombre d'objets tombe à 0, bien à ce moment-là, il sera plus possible de fouiller dans cette salle-là. Des actions sont également disponibles directement sur les cartes objets que vous possédez en main, ainsi que sur les salles
Donc, vous avez un aide de jeu fourni dans la boîte qui résume chaque action disponible dans les salles du vaisseau. Maintenant que nous avons vu en détail la phase de joueur, regardons la phase d'événement qui intensifie la menace dans le vaisseau. Durant la phase d'événement, on résout les étapes qui suivent dans l'ordre. Premièrement, on va avancer notre jeton de temps sur notre ligne du temps. Dans le cas où la séquence d'autodestruction du vaisseau avait été enclenchée, à ce moment-là, on va aussi avancer le jeton de la piste d'autodestruction. Les intrus qui sont engagés en combat avec un personnage les attaquent en révélant une carte attaque d'intrus, comme on a vu plus tôt. Les intrus qui se trouvent dans une salle en feu subissent un dégât supplémentaire. On résout ensuite l'effet de la carte événement en commençant par déplacer les intrus par le couloir indiqué dans le coin en haut à droite. Donc, dans ce cas-ci, tous les intrus qui ne sont pas présentement en combat, c'est-à-dire la reine, se déplaceraient par le couloir numéroté 1. Donc, elle s'en irait vers les moteurs, en emmenant avec elle ses dégâts. Ensuite, on résout l'effet de la carte événement. Ensuite, on pioche un jeton intrus du sac d'intrus et on résout son effet selon le type d'intrus qui a été pioché. Donc, si on pioche une larve, à ce moment-là, on va la remplacer par un jeton adulte qu'on va aller mettre dans le sac. Si on pioche un jeton rôdeur, on va le remplacer dans le sac par un jeton hybride. Si on pioche un jeton adulte, tous les joueurs qui ne sont pas engagés en combat devront réaliser un jet de bruit. Même chose si on pioche un jeton rôdeur. Si on pioche le jeton reine, quant à elle, on va la rajouter sur le plateau de jeu s'il y a un joueur qui se trouve dans le nid. Si c'est pas le cas, à ce moment-là, on fait seulement rajouter un œuf dans le nid. Advenant le cas où on pioche un jeton vierge, on doit tout simplement le remplacer par un jeton adulte que l'on va aller placer dans notre sac. Ensuite, les joueurs débutent une nouvelle manche. Au fur et à mesure que l'échelle du temps progresse dans le jeu, des événements se produisent. Effectivement, dès qu'on passe cette icône sur la piste du temps, les compartiments d'hibernation s'ouvrent automatiquement. Donc, tous les personnages qui le souhaitent peuvent aller hiberner. Dès que l'on traverse dans la zone orange de la piste d'autodestruction du vaisseau, non seulement c'est un point de non-retour parce qu'on ne peut plus retourner en arrière et désactiver l'autodestruction, mais en plus, les nacelles de secours vont automatiquement se débarrer, ce qui va permettre aux gens de pouvoir embarquer dedans. Dès qu'un personnage dans le jeu fait face à sa première rencontre, tous les personnages doivent à ce moment-là prendre une décision sur l'objectif à conserver, parmi les deux qui ont été distribués en début de partie. Les objectifs sont très variables un entre l'autre. Donc, par exemple, celui-là nécessite qu'un joueur en particulier ne doit pas survivre à la partie. Ce qu'il faut noter, c'est que les passagers du Némésis ont un implant qui leur empêche d'attaquer leurs compatriotes. Donc, on ne peut pas les attaquer directement, on peut juste trouver des façons indirectes pour les tuer. Même chose pour l'objectif du bas, vous devez être le seul survivant, vous ne pouvez pas tuer directement vos compatriotes. Envoyer le signal nécessite seulement que quelqu'un dans l'équipage ait envoyé un signal. Lorsque le vaisseau doit atteindre une destination particulière, vous devez juste vous arranger en fait pour que la destination soit changée pour la bonne et que le vaisseau ne soit pas détruit jusqu'à la fin de la partie. Certaines cartes vont nécessiter de trouver des points faibles ou encore de détruire le nid. C'est à noter que dès qu'un joueur meurt, les nacelles vont automatiquement se débarrer si ce n'était pas déjà fait. Ensuite, pour pouvoir vous échapper, vous devez faire une action de base, mais pour ça, il ne faut pas que vous soyez en combat. Il faut que vous lanciez un jet de bruit et que ça ne déclenche pas de rencontre et à ce moment-là, vous pouvez embarquer dans votre nacelle. Vous pouvez ensuite décider de partir directement ou de passer votre tour et partir en début du prochain tour. À tout moment, si vous pouvez décider également de sortir de votre nacelle tant qu'elle n'est pas lancée. Dès qu'une nacelle est lancée, on prend pour acquis qu'elle est en direction de la Terre. Si vous êtes enfui à bord d'une nacelle, vous devez maintenant attendre la fin de la partie afin de vérifier les critères et voir si vous avez remporté la partie ou non. La partie prend fin lorsqu'une de ces trois conditions est rencontrée.
Premièrement, si la piste temporelle atteint la fin, le vaisseau fait son saut dans l'hyperespace et tous les personnages qui ne sont pas en hibernation meurent immédiatement. Deuxièmement, si la séquence d'autodestruction du vaisseau avait été enclenchée et qu'elle atteint la fin, le vaisseau explose, tuant tout ce qui se trouve à son bord. Et dernièrement, si le dernier joueur qui n'est pas encore en hibernation entre en hibernation, ça met fin à la partie. On doit tout d'abord vérifier l'état des 3 moteurs. Dans ce cas-ci, il y en a 2 d'endommagés sur les 3 et pour pouvoir décoller, 2 moteurs doivent être obligatoirement opérationnels, ce qui veut dire qu'en fait, le vaisseau explose et que tout le monde qui se trouvait à son bord échoue. Ensuite, on compare la destination, ici B, avec notre carte de destination pour voir où le vaisseau se dirige. Donc ici, on voit qu'il se dirige vers la Terre. Advenant le cas qu'il se dirigerait n'importe où d'autre, tous les personnages qui sont en hibernation meurent immédiatement. Chaque personnage contrôle ensuite ses cartes contamination. Advenant le cas qu'un personnage est contaminé, à ce moment-là, il doit remélanger ses cartes contamination avec ses cartes de sa main, en piocher 4, et si, parmi les 4 cartes qu'il a piochées, il y en a une qui est contaminée, le personnage meurt. Finalement, si un personnage est passé parmi toutes ces étapes-là, la seule chose qui reste à faire, c'est de contrôler l'objectif. S'il est atteint, le personnage a remporté la partie. C'est donc possible que plusieurs personnages remportent la partie. C'est également possible qu'aucun personnage ne remporte la partie. Et voilà, c'est comme ça qu'on joue à Nemesis. Voyons voir maintenant ce que j'en ai pensé. Donc, on va commencer par regarder la boîte de Nemesis. Quand on l'ouvre, ça a l'air de quoi? Donc, vous avez vu le unboxing que j'ai fait. Je vais mettre le lien dans la vidéo si vous voulez aller voir ça. Donc, la boîte est très, très, très belle. Il y a du artwork tout le tour. Il y a du artwork aussi sur les rebords de la boîte. Et l'intérieur est en fini noir, ce qui fait que c'est vraiment très, très joli. Il y a aussi un insert dans la boîte, ce qui est le fun, parce que ça permet de tout bien ranger. Ça va aider aussi à la mise en place. L'insert va permettre d'avoir des cartes avec des sleeves, puis que ça rentre tout dans la boîte. Fait que ça, c'est quelque chose qui est grandement apprécié. Moi, j'ai la version Kickstarter, donc ce que vous avez vu durant la vidéo, j'ai utilisé non seulement ma version Kickstarter de Nemesis, qui ressemble beaucoup à la version retail, donc il n'y a pas grand-chose que vous avez vu que vous n'aurez pas. La seule chose, c'est que j'ai l'extension terrain, fait que les portes en plastique, le cadavre de personnages, les œufs en plastique, ce genre de choses-là, en fait, ça va être des tokens pour vous, mais c'est pas mal la seule chose. Fait que dans le fond, l'insert est vraiment pratique. Il est pas parfait. Par contre, il faut user un petit peu de stratégie pour pouvoir tout ranger le jeu dedans, mais ça se fait. Fait que c'est quand même vraiment apprécié. Tout tient bien en place. Il y a des couvercles. Donc, la boîte, en fait, l'insert est fait en 2 étages. Il y a des couvercles de plastique pour retenir chaque pièce dedans. Puis avec, en fait, seulement cette boîte-là, il y a tout le jeu de Nemesis qui rentre dedans. Donc, c'est vraiment pratique. La qualité du matériel, c'est sûr, en fait, c'est un jeu d'Awaken Rims et je les aime énormément. Une grande partie de pourquoi je les aime autant, c'est la qualité des produits. Donc, c'est sûr que le matériel est d'une qualité assez exceptionnelle. Les cartes sont hyper épaisses, hyper solides. J'ai sleevé les miennes personnellement, mais j'aurais pas eu besoin de le faire. Je pense que j'ai juste fait juste parce que c'était Nemesis puis c'était spécial. Parce que les cartes sont tellement épaisses puis tellement de qualité que j'ai pas peur qu'elles soient abîmées durant la partie. Donc, côté matériel, côté boîte, côté insert, tout est parfait à ce niveau-là. J'y donne une très, très bonne note. Après ça, si on passe au côté gameplay, en fait, je vais commencer avec les choses que j'aime un peu moins du jeu, puis après ça, je vais aller avec les choses que j'aime un peu plus. Fait que même si c'est mon jeu préféré, si vous avez regardé mon top 9, c'est pas un jeu qui est parfait parce que tous les jeux le sont pas. Il y a des petits détails. Donc, premièrement, vous l'avez remarqué avec la vidéo règles, il y a beaucoup de règles. Donc, pour apprendre le jeu, c'est un peu complexe. L'enseigner à d'autres joueurs, il y a beaucoup de détails. Ça fait une longue explication de jeu. Est-ce que ça va vous empêcher de jouer à Nemesis, d'avoir du fun? Non, absolument pas. Parce que le jeu livre tellement bien la marchandise qu'au final, ça va valoir la peine de passer à travers toutes ces explications-là qui vont être très longues parce que le jeu est vraiment bon. Par contre, ça va rebuter les joueurs qui sont plus débutants parce qu'il y a vraiment beaucoup de stock. Je l'ai quand même montré à des joueurs qui sont
pas trop expérimenté dans les gros jeux, ça a quand même bien fonctionné. Donc, je pense que c'est faisable, mais je pense que la personne qui possède sa copie de Nemesis doit quand même avoir une bonne maîtrise des jeux puis être habituée à ce style de jeu-là. Tout ça mis de côté, par exemple, une fois qu'on a appris les règles une fois, c'est quand même assez clair. Donc, une fois qu'on a passé à travers le livre de règles puis qu'on a joué une partie, on passe pas beaucoup de temps dans le livre de règles. Donc ça, c'est positif. Puis un autre point négatif au jeu, c'est la longueur des parties. Donc Nemesis, c'est un jeu qui va prendre facilement 4, 5, 6 heures à jouer. Je l'ai reçu en avril et je l'ai joué en fait à 2. Donc ça, c'est un peu plus rapide. Et je l'ai joué en ligne, donc sur Tabletop Simulator, puis également via Zoom avec plein de caméras. Là, je me suis un peu compliqué la tâche, mais je l'ai essayé. Puis c'est ça, à chaque fois, c'est des parties qui sont assez longues, mais c'est des parties qui sont engageantes jusqu'à la fin. Fait que même si le temps est long, reste que la partie est tellement bonne qu'on reste pris dans la partie et qu'on a beaucoup de plaisir. Par contre, encore une fois, pour les joueurs qui débutent, c'est un détail qui peut les rebuter un peu parce que 4-5 heures assis devant un jeu, c'est ça, c'est un peu intense. Fait qu'il y a ces détails-là. À part de ça, dans les points négatifs, j'en ai pas énormément d'autres parce que tout le reste est pas mal bon. Je dirais que il y a le fait que, bon, il y a de l'élimination de joueurs, c'est pas quelque chose qui me dérange en tant que tel, moi, personnellement. Mais je peux comprendre comment certaines personnes vont pas tant aimer se faire éliminer dans un jeu qui va durer 4-5 heures, mettons à la 4e heure, puis là, il reste 1 heure avant que la partie se termine, ça peut être plate. Donc, il y a ce détail-là qui est à prendre en considération si vous êtes intéressé par Nemesis. Un autre côté, ce jeu-là se joue en solo, se joue en coop, puis se joue en semi-coop. Moi, personnellement, j'ai acheté Nemesis pour jouer en semi-coop. Je vois pas l'intérêt de jouer à ce jeu-là en coopératif. Mais il y a beaucoup de personnes, par exemple, qui m'ont parlé puis qui m'ont dit « Moi, je trouve que Nemesis offre une grosse complexité juste de survivre puis de réussir les objectifs. Donc, quand on rajoute le mode semi-coop, le jeu est très difficile. » Moi, c'est quelque chose qui va m'attirer dans un jeu, surtout quand il y a un mode coopératif ou semi-coopératif. Je vais vouloir avoir beaucoup de difficultés pour compenser tout ça. Par contre, si vous n'aimez pas les jeux qui sont complexes et où vous risquez, plus souvent qu'autrement, de perdre la partie, ben à ce moment-là, ça se peut que Nemesis soit pas pour vous ou que vous utilisiez la partie coop. Parce que dans le semi-coop, ce qui se passe, c'est qu'on peut pas faire confiance à personne. Fait que si quelqu'un va voir les coordonnées du vaisseau puis dit « Ah, ça s'en va vers la Terre », t'es comme « Est-ce que ça s'en va vraiment vers la Terre ou c'est parce que toi, tu veux l'envoyer sur Mars puis tu nous dis que ça s'en va vers la Terre? » Fait que là, il faut que tu retournes jusqu'au centre de commandement, que tu regardes la destination du vaisseau. Et tout ça fait en sorte que la partie est un peu plus complexe parce que tu peux pas, justement, faire confiance à tes coéquipiers. Moi, je trouve que c'est quelque chose qui est très drôle. Je trouve qu'en jouer en semi-coop, en fait, ça rajoute un côté vraiment intéressant au jeu. Parce que là, tu fais pas confiance à personne, mais en même temps, t'as pas trop le choix de faire confiance à tes coéquipiers parce que les monstres sont tellement forts, tout est tellement fort dans le jeu qu'il faut un peu travailler en équipe pour passer à travers. Fait que c'est vraiment le fun que ce jeu-là t'amène à t'obliger à travailler en équipe avec tes coéquipiers, même si peut-être que ton coéquipier avec qui tu es en équipe en ce moment, lui, son objectif, c'est que tu survives pas, mais tu le sais pas. Puis là, ça fait tout le temps des parties vraiment cinématiques, autant avec les aliens, tout ça. C'est toujours, on se croirait dans un film, là, on se croirait dans un film d'aliens. Et là, il arrive des revirements de situation. Notre allié, finalement, nous enferme dans une salle en flammes avec un alien, puis il se sauve, ou il enclenche l'autodestruction du vaisseau quand il s'y attendait pas. Ce genre de choses-là, ça rajoute vraiment beaucoup de piquant dans la partie, puis je pense que c'est là que Nemesis va vraiment aller briller. Quand on joue en coopératif, mais là, à ce moment-là, on n'a pas cet aspect-là, on n'a pas ces revirements de situation assez intenses-là, mais ça reste quand même un peu cinématique parce que là, les aliens sont très difficiles. Même si on joue en coop, on va remporter la partie, mais pas tout le temps. Fait que la difficulté est quand même élevée. Donc, je pense qu'il y en a pour tout le monde, un peu dans cette boîte-là. Mais moi, je pense personnellement que semi-coop, c'est vraiment la façon que Nemesis a été créé puis devrait être joué. Mais c'est mon opinion, en fait. Si vous achetez la boîte, vous jouez en coopératif, tant mieux pour vous si vous aimez ça.
Donc, ça, c'est pour mes points négatifs du jeu. Je pense pas que j'ai d'autres choses. Peut-être qu'un point négatif que je pourrais dire, c'est que le jeu est cher. Donc, c'est un jeu de table qui va se tourner autour de 150 à 200 $, je pense, si vous voulez l'acheter en français. Donc, c'est très, très, très cher pour un jeu de table. Donc, encore une fois, ça va rebuter certains joueurs. C'est quelque chose à savoir. Donc, est-ce que ça vaut la peine pour le matériel qu'il y a dedans? Oui, absolument. Le jeu vaut 200 $ de matériel. Il y a des figurines qui sont exceptionnelles. Elles sont tellement belles. À Weekend Rim, c'est une compagnie qui faisait de la peinture de figurines avant. Fait qu'ils sont vraiment spécialisés dans faire des miniatures qui sont fantastiques, qui vont bien se peinturer, puis qui représentent bien la cinématique du jeu, qui sont immersives, tout ça. Donc, oui, le matériel qu'il y a dans le jeu, vous avez remarqué aussi, les tokens feu sont en plastique, les tokens bruit aussi, tout est en plastique, tout est en beau, là. Il y a rien là de cheap dans ce jeu-là. Puis, je pense qu'en fait, c'est un point positif qu'il n'ait pas décidé de faire une version revente du jeu qui allait être vraiment plus cheap, puis une version Kickstarter qui allait être vraiment belle. Ils ont décidé, OK, pour la revente, on va donner ça. Donc, vraiment un jeu qui est super bien fini. Donc, je pense que j'ai dit mes points négatifs, mais qu'à travers ça, j'ai dit mes points positifs. Donc oui, il y a des choses qui vont pouvoir vous rebuter d'acheter Nemesis si vous n'aimez pas les jeux qui sont longs, si vous n'aimez pas les jeux qui ont une complexité assez élevée. Juste faire la vidéo règle a été vraiment complexe parce qu'il y avait tellement de points à aborder. Fait que déjà là, ça vous donne une idée du niveau de complexité du jeu. Si vous n'aimez pas les jeux qui sont complexes aussi à gagner, qui sont difficiles, si vous n'aimez pas le semi-coopératif, ça peut être des points qui vont vous rebuter pour jouer à Nemesis, mais overall, ce jeu-là est fantastique. Moi, c'est une de mes meilleures expériences et je l'ai même pas encore expérimenté en vrai avec 5 personnes autour de ma table. Puis ça, j'ai vraiment, vraiment hâte de pouvoir faire ça parce que sur Internet, on n'a pas le même feeling, mais peu importe, quand je l'ai reçu, ça faisait 2 ans et demi, je l'attendais, mes attentes étaient vraiment élevées pour le jeu, donc il y avait plein de façons que j'aurais pu être déçue, qu'il n'ait pas livré la marchandise, qu'il soit plus plate, qu'il soit pas aussi beau, qu'il soit pas... Et il a répondu à toutes mes attentes, puis même il était meilleur que ce à quoi je m'attendais, puis ça c'est toujours quelque chose qui est vraiment le fun quand t'attends un jeu depuis vraiment longtemps. Fait que bref, sur ce, je pense que ça fait le tour de comment je trouve Nemesis. Ça fait le tour d'un peu tous les détails du jeu, autant la qualité, le prix, comment il joue, la complexité, tout ça. Donc, bref, ça là, c'est Mixed Deal approved comme jeu parce que c'est un jeu qui est juste tout simplement fantastique. Et sur ce, ben, ça met fin à ma vidéo règle de Nemesis. J'espère que vous avez aimé ça. J'espère que ça vous a donné envie, peut-être, d'essayer ce jeu-là. Donc, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à laisser un pouce en l'air, un commentaire, à vous abonner aussi et à sonner la cloche pour pas manquer aucun des contenus que je mets en ligne. Et sur ça, ben, je vous souhaite une super belle journée puis à la prochaine.